merci de votre fidélité à la télévision nationale. Au sommaire de cette édition d'information, face à face ce samedi entre le président du CNT et toute la presse, plusieurs questions liées au processus d'élaboration de la nouvelle constitution ont été soulevées par les hommes de médias. Déjà, un outil digital est créé par l'organe législatif afin de toucher le maximum de Guinéens. Le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'Enseignement préuniversitaire, a initié le projet PREPEF. Il vise à accroître l'accès et améliorer la qualité de l'enseignement en Guinée. Aussi, dans ce journal, il sera question du Fonds de développement social et de l'indigence. Le directeur général a signé un partenariat avec le centre neuroclinique de Casablanca pour la prise en charge des malades dans cet hôpital. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur la RTG. À la une de l'actualité ce soir, le président du Conseil national de la transition face aux journalistes cet après-midi. Le principal sujet est lié au débat d'orientation constitutionnelle, un processus d'implication de tous les acteurs à l'élaboration de la nouvelle constitution qui répondra aux aspirations du peuple. Abdoulaye Diallo. Ce lundi, le Conseil national de la transition va amorcer l'une des étapes importantes du processus d'élaboration de la nouvelle constitution. Il s'agit bien du débat d'orientation constitutionnelle, un débat technique pour ouvrir un couloir de dialogue entre les acteurs sociopolitiques et les conseillers nationaux. L'objectif est de recueillir les avis des Guinéens d'ici et d'ailleurs. Face à la presse nationale et internationale, Dr Dansa Kourma et son équipe présentent les grandes thématiques de cette étape. Et en point 1, la souveraineté. Donc nous voulons vraiment avoir leur avis sur la forme de l'État, l'État unitaire, l'État fédéral, la régionalisation avec plus d'autonomie, la séparation et la collaboration des pouvoirs. Et en point 2, nous avons parlé du statut des langues. Et le troisième point, c'est les intangibilités constitutionnelles. Et en point 4, nous avons parlé des sanctions politiques contre le changement constitutionnel. Et l'autre point, sur cette fiche de thématique, nous avons parlé du pouvoir exécutif. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut avoir comme un exécutif monocéphale, l'exécutif bicéphale ou président de la République comme nous l'avons toujours connu en Guinée avec un Premier ministre. Pour toucher le maximum de cibles, le CNT a créé pour la circonstance une plateforme participative accessible depuis un navigateur et un numéro vert. Une première dans l'histoire de la Guinée et une opportunité pour les Guinéens de participer activement à la rédaction de la nouvelle constitution. Nous voulons que tous les acteurs de la vie nationale prennent la parole devant les conseils nationaux pour nous dire les yeux dans les yeux en ce qui concerne les différentes configurations de la nouvelle constitution. Qu'est-ce qu'ils proposent? Qu'est-ce qu'ils proposent? On est au stade de proposition pour orienter le CNT dans l'élaboration de l'avant-projet de la nouvelle constitution. On s'installera du 15 au 30 mai, extensible. Tant qu'il y a des acteurs importants qui ne passent pas devant nous, nous accorderons le temps nécessaire pour que tout le monde ait la possibilité de passer devant nous. Qu'est-ce qu'on a connu comme institution dans le passé? Les hauts et les bas. Et quelles sont les propositions et recommandations en ce qui concerne la nouvelle constitution sur le nombre d'institutions, les missions des institutions, les relations entre les institutions et les conditions de désignation des personnes qui composent ces institutions. C'est ça le débat. Nous avons besoin d'écouter les acteurs politiques sur ça, point par point. Et c'est un débat technique, ce n'est pas un débat politique. Plusieurs interrogations liées, par exemple, aux différentes étapes du processus d'élaboration de la Constitution ont été soulevées par les journalistes. Les conseillers nationaux rassurent les Guinéens de leur détermination à rédiger une constitution qui reflétera les aspirations du peuple de Guinée. Nous tiendrons compte des avancées dans la constitution de 2010 et de 2020. Nous prendrons en compte ce qui a été considéré comme une avancée, mais les facteurs qui ne nous ont pas permis d'appliquer ces deux constitutions, nous les avons déjà identifiés et nous ferons de telle sorte que des mesures correctives soient apportées. C'est pourquoi le symposium a eu lieu pour analyser les différentes constitutions de la Guinée de 58 à nos jours, savoir
les points faibles et les points forts analysés par des experts attitrés, guinéens et étrangers. Donc sur ce plan aujourd'hui, on a 100 et quelques recommandations. On sait ce qui n'a pas marché et nous savons ce qui a marché. Nous allons construire sur la base des bonnes pratiques. Dr Dansa Kourouma a invité les hommes des médias à jouer pleinement leur rôle pour la construction d'une Guinée unie et paisible, surtout en cette phase de transition. Vous avez une responsabilité fondamentale dans la démocratie. C'est la démocratie qui a créé la presse et qui a donné à la presse sa force et ses armes et son influence. Vous êtes un instrument de construction, de conquête et de maintien de la démocratie. Mais vous devez le faire dans le bon sens pour permettre aux acteurs de prendre conscience de leurs responsabilités et d'agir conformément aux limites définies par la démocratie. C'est extrêmement important. Mais vous êtes aussi une force de contribution pour aider à inspirer ceux qui sont en train de travailler pour nous tous. Vos débats, vos prises de parole, vos enquêtes et vos investigations doivent aider le peuple à comprendre les tenants et les aboutissants de toutes les actions qui sont accomplies pendant cette transition. Après cette étape, suivront ensuite la rédaction de l'avant-projet de la Constitution, le dialogue institutionnel, le projet de Constitution, le référendum constitutionnel et la vulgarisation de la nouvelle Constitution. À l'intérieur du pays, le ministre des Transports a récemment procédé à l'inauguration du Bureau régional des transports terrestres, un centre qui va désormais faciliter chez les conducteurs la délivrance des permis de conduire, des cartes grises et autres documents sécurisés des engins roulants sur place. Le point avec Younoussa Tawel Kamara. Ce bâtiment flambant neuf, réalisé ici dans le district de Ouakria, va servir désormais de siège au Bureau régional des transports terrestres de Boké. En compagnie des autorités administratives de Boké, le ministre des Transports procède à l'inauguration de ce centre d'immatriculation des engins roulants. Ce centre devrait faciliter le processus de délivrance des permis de conduire et des autres documents sécurisés à Boké. C'est un système complètement intégré. Vous avez tout le cœur de l'ensemble se trouve à Conakry, mais les régions sont interconnectées au serveur central qui se trouve à Conakry. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'aviez pas besoin d'aller à Conakry pour faire des recherches ou pour faire immatriculer votre véhicule. Le tout se trouve dans un même système et c'est intégré entre eux. Il est important, le message que je veux passer à l'ensemble de la population de Boké, que chacun, tous les usagers de la route, puissent s'assurer avant le 30 juin d'avoir ces documents de transport à jour, notamment les permis de conduite biométrique et également les catégories biométriques. Cela est très important parce que, au-delà du 30 juin, tous ceux qui ne seront pas en règle se verront malheureusement verbalisés par les agents de la route. La construction de ce bureau régional des transports terrestres de Boké par une société de la place assure une certaine proximité des populations de Kakandé avec le ministère des Transports. Un soulagement pour les autorités administratives. C'est une fierté pour nous de voir désormais que nos citoyens, nos populations qui ont besoin des documents de transport, notamment la carte grise biométrique, mais aussi le permis biométrique, n'ont plus l'obligation de se déplacer de Boké, de Gawal, de Koundara, de Fria, de Bofa jusqu'à Conakry. Ils peuvent désormais venir à Boké en un temps record, avoir ces documents sécurisés. Par cette initiative, le ministère des Transports veut ainsi réglementer le secteur pour éviter certaines anomalies dans la délivrance des documents de transport terrestre. Et puis ce communiqué du ministère des Infrastructures et des Travaux publics Conakry le 13 mai 2023 dans le cadre de la réalisation du projet de construction de la route Corniche Nord Hamdallah Symphonia en 2x2 voies et la construction de l'échangeur du carrefour de Hamdallah. Le ministre des Infrastructures et des Travaux publics porte à la connaissance de la population de Conakry et des riverains de cette route que la Commission nationale d'indemnisation des
personnes impactées par le projet sera sur le terrain du lundi 15 mai au mercredi 31 mai 2023 pour la réévaluation et la confirmation des personnes impactées. Le ministère des Infrastructures et des Travaux publics sait compter sur la bonne compréhension de tous pour la réussite de cette opération dont l'exécution permettra de libérer les emprises du projet et lancer les travaux. Signé le secrétaire général Ibrahima Akamara. Éducation. Il est prévu la construction de 1000 salles de classe et des cantines scolaires à travers tout le pays. Et c'est un projet financé par la Banque mondiale à hauteur de 50 millions de dollars. Le Premier ministre chef de gouvernement a présidé la cérémonie de lancement des travaux à Kassa, accompagné de plusieurs acteurs du secteur de l'éducation. Reportage Ousmane Bangoua. Kassa, la 6e commune urbaine de Conakry, accueille la délégation du Premier ministre chef de gouvernement. Dr Bernard Goumou prend part au lancement des travaux de construction de 1000 salles de classe à travers tout le pays. C'est dans le cadre de l'accroissement de la capacité de l'accueil et de l'amélioration de la qualité de l'éducation au préscolaire que les autorités de la transition ont initié la mise en place de ce projet, financé par la Banque mondiale à hauteur de 50 millions de dollars américains. Le choix de Kassa prouve une fois de plus que la politique de décentralisation est à l'ordre du jour, au cœur du vaste programme d'amélioration des conditions d'instruction et d'éducation des élèves et des enseignants dans toutes les zones rurales et urbaines de notre cher pays, la Guinée. Cette infrastructure vient s'ajouter à l'extension de l'école primaire de Kassa construite depuis 1938. PREPEF, projet pour les résultats du préscolaire et à l'enseignement fondamental, vise à renforcer la capacité de gestion du système éducatif pour de meilleurs résultats. L'éducation est un des déterminants fondamentaux dans la formation du capital humain qui, en lui-même, est la clé de développement des pays. C'est vrai, les ressources naturelles sont importantes, mais nous le savons, les ressources naturelles sont épuisables et non renouvelables très souvent. Et donc, une société qui se développe doit développer le capital humain pour permettre justement au génie humain de fructifier ces ressources naturelles. En investissant dans l'éducation, la Guinée fait de bons choix parce qu'elle permet à ses populations de préparer l'avenir au-delà donc des ressources minières dont la Guinée regorge actuellement. La construction de ces 1000 salles de classe pré-primaire permettra de fournir un accès à l'éducation préscolaire à des milliers d'enfants guinéens dans les zones rurales et périurbaines, notamment les filles. Cela contribuera également à réduire les disparités dans l'accès à l'éducation entre les zones rurales et urbaines, augmenter l'offre éducative préscolaire publique. La réalisation de cet ambitieux projet pour le bénéfice des jeunes Guinéens est la volonté manifeste du chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. Occasion pour le Premier ministre d'exprimer l'engagement du gouvernement de la transition à soutenir les projets de développement. Sous les directives du président de la transition, le gouvernement est engagé à répondre aux besoins primaires de la population guinéenne en matière d'alimentation d'eau, d'électricité, d'éducation, de santé et des infrastructures. Pour le projet de construction de 1000 salles de classe, pour un coût avoisinant 50 millions de dollars, permet d'offrir un accès équitable à une éducation de qualité à tous les enfants en âge préscolaire, en favorisant la transition vers l'école formelle, la socialisation, le développement du langage de l'enfant et de sa communication. Ce projet vient renforcer notre stratégie nationale d'éducation, à la base consignée dans la lettre de mission assignée au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Je remercie grandement ces deux grandes institutions, la Banque mondiale, notre partenaire financier historique, dont pour sa participation au financement de ce projet à fort impact social. Conformément aux exigences du président de la transition, j'invite le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation pour le suivi des travaux
et que l'ensemble de ces 1000 salles de classe soient disponibles dès la rentrée prochaine. Pour la mise en œuvre de ce projet à travers tout le pays pourrait être un facteur de décollage à milieu scolaire guinéen. Dans le même registre, des enseignants et chercheurs de l'université de Somphonia sont à l'école du leadership de changement. C'est une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Objectif, mettre tous les cadres au même niveau d'information sur les changements effectués dans les programmes. Explication, Bakary Bambakonde. Au centre de la refondation de l'État prônée par les autorités guinéennes, la valorisation du système éducatif. Pour l'atteinte de cet objectif, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a récemment fait signer des contrats de performance à l'université de Somphonia. L'heure est à la formation des enseignants et chercheurs sur le leadership du changement. Une manière de mettre tous les cadres de l'enseignement supérieur au même niveau de connaissance des innovations entreprises pour la qualification des programmes universitaires. Le changement, il est obligatoire. Souvent, j'aime répéter une idée de Héraclite qui dit que le changement est éternel. C'est-à-dire qu'à tout moment, quel que soit le niveau de la vie, on assiste toujours à des changements. Ça veut dire qu'on est en perpétuel changement. Ce que nous faisons, on doit toujours se remettre en cause pour apporter des améliorations. Sans ces changements, on ne peut pas évoluer. Ici, ils sont 84 cadres à bénéficier de ce renforcement de capacité pendant 4 jours. Ainsi, 6 modules concentrent l'essentiel de cette formation. Au finish, il sera question pour tous les acteurs de l'éducation nationale à travailler en synergie pour la réussite du changement intervenu au sein du système éducatif guinéen. Je pense que tout le monde doit s'inscrire dans cette logique-là. Parce que quand on dit le changement, chacun dans son coin doit être un leader pour le changement. C'est ce que le formateur est en train de nous dire. Il nous a donné d'amples informations et nous sommes prêts, après tout, à restituer à notre entourage, à ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de suivre la formation. Nous bougeons de l'approche projet à l'approche système parce que tout système a pour vocation de perdurer. Or, un projet est limité dans le temps. Tout projet a un début et une fin. À l'issue de ces cours, les participants promettent de démultiplier les connaissances acquises au niveau des étudiants afin de faire du changement au sein de l'enseignement supérieur une réalité pour la formation adéquate des étudiants. Coopération à présent, le nouvel ambassadeur de la Guinée en France et délégué permanent de l'UNESCO a été reçu en audience par la secrétaire générale de cette institution spécialisée des Nations Unies. Les entretiens entre ces deux personnalités ont essentiellement porté sur le renforcement de la coopération entre la Guinée et cette organisation en charge de l'éducation, de la science et de la culture. Falilou Diallo commente les images de Mohamed Souma. La Guinée et l'UNESCO, c'est une longue histoire. En témoigne cette audience que la secrétaire générale de cette institution du système des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture accorde à la représentation diplomatique guinéenne de France. Le nouvel ambassadeur a profité de cette audience pour présenter ses lettres d'accréditation et réaffirmer ainsi la volonté des autorités de la transition au respect des principes et règles qui régissent l'UNESCO. J'ai été reçu par Madame la directrice générale de l'UNESCO, avec laquelle j'ai eu un entretien en privé. Et nous avions, au cours de cette rencontre, passé en revue des questions essentielles qui ont trait au renforcement de la coopération, de l'amitié et de la fraternité entre l'institution qu'elle représente et la République de Guinée. Au cours de cette audience, j'ai exprimé les salutations fraternelles et la haute estime que son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya, m'a chargé d'exprimer à l'hôte qui nous a reçus ce matin au siège de l'institution représentée par l'UNESCO. Au menu des discussions, nous avions aussi échangé sur le processus de la transition en cours, sur la démocratie, la bonne gouvernance, mais aussi sur l'appui et l'accompagnement que l'UNESCO peut accorder à la Guinée. Le patrimoine culturel du pays de Soundiata Keita est vivement sollicité au sein de cette institution. Le Soso Bala et son gardien pourraient être invités lors d'une assemblée générale. Des démarches sont envisagées par notre représentation diplomatique pour matérialiser
cette volonté. Des valeurs traditionnelles que la Guinée partage en commun avec d'autres pays comme le Mali, notamment en ce qui concerne le soso-bala, à savoir le balafon. Et nous avons échangé ensemble pour voir la possibilité pouvant s'offrir pour nos deux parties de faire venir le soso-bala soit lors d'une des conférences générales de l'UNESCO à Paris. À travers ce acte, la Guinée marque ainsi son retour au sein de cette institution spécialisée des Nations Unies créée en novembre 1945 à Londres, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Fondée sur le partage des savoirs et la connaissance, elle accompagne également ses pays membres dans l'élaboration des politiques éducatives, scientifiques et culturelles. Hors de nos frontières, toujours au Bénin, se poursuivent les travaux de la 47e Assemblée générale ordinaire de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones. Ce samedi, il était surtout question de la signature de conventions entre les différentes chambres, une façon de promouvoir le secteur privé francophone. Mamadou Alpha Baldi est notre envoyé spécial. Une dizaine d'accords de partenariat signés entre plusieurs chambres de commerce francophones, dont celle de la Guinée. La 47e Assemblée générale de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones aura tenu ses promesses. Pour ces 50 prochaines années, un nouveau top départ est amorcé. La chambre de commerce à travers la sous-région et au niveau international qui s'est soldée aujourd'hui par la signature d'une convention de coopération entre la Chambre de commerce du Bénin et celle de la Guinée-Conakry. Ça porte sur la formation, l'échange de compétences et puis la mise à niveau de toutes les règles et les procédures administratives d'une chambre de commerce. Nous avons aussi, dans ce partenariat, développé un outil numérique que nous avons testé à Bordeaux, qui est devenu national en France et qui, aujourd'hui, est proposé à la CCI du Bénin. C'est pour accompagner et détecter les entreprises en difficulté. C'est une plateforme qui s'appelle Qui peut aider ma boîte et qui a un franc succès en France. Et la CCI du Bénin va profiter de ce partenariat et peut-être nous amener des idées nouvelles pour éviter ce que l'on connaît tous dans tous les pays, les entreprises qui se retrouvent trop tard devant les tribunaux de commerce ou devant les médiateurs du crédit notamment. L'amélioration de la formation professionnelle, le renforcement des échanges entre les francophones, le partage des bonnes pratiques, la CPC-CAF entend se donner les moyens de bâtir un tissu économique fort et compétitif dans la zone francophone, surtout en Afrique, considérée comme le continent de l'avenir. C'est 8 millions d'entreprises francophones installées dans 32 pays de notre champ géographique, dont 26 situés en Afrique. C'est aussi les entrepreneurs francophones que nous soutenons avec la mise en œuvre de projets pertinents à l'instar du programme européen Archipelago, dédié à la formation professionnelle et entrepreneuriale, dont les résultats que nous venons déjà de présenter sont tangibles et probants. Former, c'est bien, mais soutenir, engager et suivre jusqu'au bout, c'est encore mieux. Ici à Cotonou, tous ont insisté sur l'effectivité de la mise en œuvre de l'ensemble des accords signés. Du côté du Maroc se tient un symposium sur la coopération halieutique. La rencontre réunit les États africains riverains de l'océan Atlantique. La Guinée, qui doit prochainement prendre la présidence de l'institution, est représentée à cette conférence par la ministre des Pêches et de l'économie maritime. Explication, Mariam Kamara. La Guinée, à travers la ministre de la Pêche et de l'économie maritime, participe au symposium sous-régional à Rabat. Les débats sont axés sur le thème « Pêche dans le cadre mondial de la biodiversité post-2022 ». À ce rendez-vous, la ministre Charlotte Daffé vient expliquer les efforts du gouvernement et du président de la transition dans la contribution de son secteur à la sécurité alimentaire et au respect de l'écosystème marin. En Guinée, le secteur de la pêche fournit plus de 400 000 tonnes de poissons par an, directement déversés sur le marché local. Emploie directement plus de 75 000 personnes et près de 500 000 emplois indirects
majoritairement les jeunes et les femmes. Le gouvernement de transition a adopté le programme de référence intérimaire comme l'unique cadre de référence en matière de planification du développement pour la période 2022-2025. Cette rencontre a pour but de mettre un cadre juridique de partenariat entre les pays de conférence ministérielle sur la coopération halieutique et des États d'Amérique centrale. Le prochain rôle que devra jouer la Guinée dans la mise en route des recommandations de ce partenariat est très attendu. La Guinée est déjà un membre actif au sein de la COMAFAT. C'est un pays disons fondateur de cette organisation. C'est un pays aussi qui est très lié au secteur de la pêche et je pense que bientôt nous aurons la présidence de la Guinée pour cette organisation, la COMAFAT, et ce qui pourrait certainement constituer aussi un nouveau moteur pour redynamiser notre organisation. Les efforts des autorités du secteur des pêches n'épargnent pas le pays des conséquences du changement climatique et de la dégradation de la biosphère marine. Du haut de cette tribune, la ministre de la Pêche dépeint cette réalité tout en soulignant l'importance de bâtir une économie bleue qui prend en compte la contribution du secteur halieutique. En tenant compte de cette raison, des différentes interactions entre la pêche, les autres activités humaines et la nécessité de maintenir la santé de notre mer et des milliers de cours d'eau que dispose la République de Guinée, que notre gouvernement a lancé le processus d'élaboration d'une stratégie de promotion de l'économie bleue avec l'ensemble des acteurs nationaux, avec un appui du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. La Guinée, à sa prise prochaine de la présidence de la COMAFA, devra jouer sur deux tableaux, la pêche et l'environnement. Les décideurs devront trouver le juste milieu et un équilibre des activités de part et d'autre pour faciliter la cohabitation entre ces deux secteurs. On reste au Maroc où le directeur général du Fonds de développement social et de l'indigence vient de signer un partenariat avec le centre neuroclinique de Casablanca. L'objectif est de permettre à certains malades indigents guinéens de bénéficier des soins médicaux dans cet hôpital aux frais de l'État guinéen. Younoussa Tawel Kamara. C'est une visite guidée de la délégation de la direction du Fonds de développement social et de l'indigence dans les locaux du centre neuroclinique de Casablanca. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de son programme de prise en charge sanitaire gratuite des malades indigents. Une initiative du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. Il s'agit pour le premier responsable de cette direction du ministère en charge des personnes vulnérables de signer un protocole de partenariat avec l'administrateur général de ce centre réputé pour sa haute qualité de services de santé. C'est pour permettre aux malades dont la pathologie nécessite une évacuation d'être soignés dans ce centre hospitalier au compte de l'État guinéen. Les Guinéens qui ne travaillent pas, qui n'ont aucune situation financière, alors quand ils tombent malades, on en fait quoi? On les abandonne? L'État dit non, il faut bien qu'on les apporte de l'aide. Mais pour le faire, il faut concevoir tout un process. On a commencé au niveau local, on a conçu le process avec des structures sanitaires, des pharmacies, etc. À l'international, ça va être la première convention officielle que nous allons signer avec une clinique de renom, de réputation en tout cas mondiale. À travers une vidéoprojection, les techniciens de la direction du Fonds de développement social et de l'indigence ont largement expliqué aux médecins marocains quelques progrès réalisés en faveur des patients vulnérables de Guinée ces dernières années. L'occasion pour l'administrateur général du centre neuroclinique de Casablanca d'exalter les efforts des nouvelles autorités dans le cadre de la prise en charge des personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté en Guinée avant de réaffirmer son engagement au strict respect des clauses de cette convention de partenariat. J'espère que cette collaboration avec le Fonds ne va pas se limiter à une prise en charge des malades. Elle doit aussi mettre le point sur la formation continue de nos confrères qui accompagnent ces malades-là. J'en parlais tout à l'heure avec M. Diawara, qui devraient venir et qui devraient apprendre à voir, à continuer à se former sur de nouvelles machines, sur des nouvelles technologies, les nouvelles méthodes médicales. Et je crois que c'est cette coopération sud-sud qui va nous permettre de donner le mieux de nous-mêmes, un pour les patients et deux pour la formation.
Avec la signature de ce partenariat entre les deux entités, une opportunité est désormais donnée à une certaine catégorie de malades indigènes du pays de se rendre au Maroc pour bénéficier des soins médicaux aux frais de l'État guinéen. Une politique du président colonel Mamadi Doumbouya qui permet à cette autre catégorie de bénéficier des retombées de la richesse du pays. De retour à Conakry pour parler du professeur Abdoulaye Keita, qui est un maître de conférence, spécialiste en ORL. Il vient d'effectuer une mission médicale à l'hôpital régional de Kankan. Pendant son séjour, plusieurs patients ont été pris en charge. Le professeur Keita a aussi partagé ses expériences pour assister les médecins de la région. Une belle opportunité pour réduire l'évacuation sanitaire. Yamokaba, reportage. Depuis des années, la mère de famille, Mariama Traoré, a une tumeur de la parotide, une tueuse silencieuse que cette pauvre patiente avait du mal à combattre. Aujourd'hui admise à l'hôpital régional de Kankan, Mariama Traoré retrouve une légende vivante en ORL. Après 4 heures d'intervention, le résultat est salutaire et la patiente retrouve le sourire. Le professeur maîtrise vraiment son boulot. L'opération s'est bien passée. Aujourd'hui, je parle et je mange très bien. Dieu merci. C'est une tumeur de la parotide. La parotide, c'est une des grandes salivaires principales qui est située juste dans cette région. Et donc, elle avait une boule d'environ de 10 cm de volume. Et donc, nous avons pu opérer. Alhamdulillah Rabbil Alamin, par la grâce de Dieu, ça s'est très bien passé. Comme Mariama Traoré, l'opération a touché 5 autres patients et près d'une centaine de consultations spécialisées. Pendant une semaine au sein des différents services, professeur Abdoulaye Keita, maître de conférences agrégé, utilise tout son savoir-faire pour réussir son engagement à sauver des vies des démunis. Cet objectif s'inscrit aussi dans le cadre de la refondation de l'État, comme vous le savez. Et nous sommes hyper regardants par rapport à la mise en œuvre de la feuille de route, à laquelle d'ailleurs le ministère de la Santé nous évalue. Et parmi ces points qui sont inscrits dans cette feuille de route, il y a ce qu'on appelle la compétence décentralisée. Donc avec l'initiative de monsieur le directeur général de l'hôpital, on a invité ce professeur agrégé pour venir vraiment faire ce transfert de compétences pour le bien-être de nos populations de Kankan. C'est un début, ce n'est pas une fin. Et déjà, nous comptons solliciter d'autres grandes compétences de nos CHU pour venir nous accompagner prochainement encore pour le grand bonheur des patients et de la population de notre région. Un séjour médical perçu comme un programme de transfert de compétences pour repenser le système de santé. L'initiative est une plus-value pour des disciples du professeur Abdoulaye Keita. Objectif des autorités, améliorer les soins dans une vision liant le médical et le social pour réduire le taux d'évacuation sanitaire. Pour renforcer la mobilité de son personnel sur le terrain, la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale se bouge. Conformément au contrat de performance récemment signé, elle vient de mettre à la disposition de ses agents des engins roulants. Seko Sissoko, Aboubakar Diaby. Dès après sa prise de fonction, il y a quelque temps, la nouvelle équipe dirigeante de la Caisse nationale de sécurité sociale s'est fixée pour objectif l'amélioration des conditions de travail du personnel. Pour atteindre cet ambitieux objectif, elle vient d'octroyer ses engins roulants constitués de 8 pick-up, 2 bus et des voitures de fonction. La démarche vise à faciliter la mobilité des travailleurs en faveur de la sécurisation des recettes et de la maîtrise des prestations sociales. Et pour atteindre des objectifs, il faut naturellement donner des moyens. Des engins roulants nous permettent de contrôler sur l'ensemble du territoire national des entreprises pour qu'elles soient en conformité sociale avec la loi en vigueur en Guinée. Aujourd'hui, nous sommes définitivement en capacité de sillonner l'ensemble du territoire national pour aller expliquer aux entreprises cotisantes que c'est obligatoire de cotiser et aussi de vérifier la qualité de nos prestations que nous servons à l'ensemble de la population assurée par la Caisse nationale de sécurité sociale. À travers ce nouveau coup de pouce, ils entendent œuvrer efficacement à la protection sociale des pensionnés du privé et du secteur parapublic sur toute l'étendue du territoire national. Nous nous réjouissons très sincèrement
de l'acquisition, la direction des moyens généraux s'engage à faire une gestion très rationnelle de ces véhicules. Nous allons veiller à ce qu'ils soient vraiment constamment bien entretenus et utilisés rationnellement au bénéfice de la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale. Cet engagement du gouvernement de la transition à garantir la pension des retraités au bénéfice de leurs familles respectives à travers un service assidu de la Caisse nationale de sécurité sociale se matérialise sur le terrain. Ces actions s'inscrivent en droite ligne de l'amélioration du cadre du travail, de la facilité de la mobilité pour un meilleur rendement des travailleurs. Ainsi, ces engins roulants serviront les missions de contrôle que les cadres de la CNS effectueront dans les différentes entreprises assujetties au régime de sécurité sociale que nous gérons pour se rassurer du strict respect de l'application des textes qui régissent le fonctionnement de la Caisse. Ces moyens logistiques viennent ainsi exécuter l'un des points qui figurent dans le contrat de performance récemment signé entre le ministère de la fonction publique et la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale. On en vient à ce séjour de travail du président de l'Union nationale des orpailleurs de Guinée à l'intérieur du pays. Tidiane Koïta est allé étancher la soif des populations affectées par l'orpaillage. Première étape du marathon, le secteur de Boko, une zone minière de la sous-préfecture de Molota qui bénéficie désormais d'un forage. Reportage Moussa Komara. Boko, une bourgade de la préfecture de Kindia. Dans cette mine d'or, un seul point d'eau. Pour se procurer de l'eau potable, il faut une longue distance, surtout pour ces femmes. Une triste réalité qui devient ainsi un long souvenir avec la réalisation de ce forage par l'Union nationale des orpailleurs de Guinée. Avant, on puisait de l'eau dans des ruisseaux et il fallait se lever tard la nuit, sinon tu n'auras pas. Aujourd'hui, nous avons de l'eau potable. Nous sommes contentes. Koïta a offert de l'eau potable à Boko. Aujourd'hui est un grand jour de joie pour nous. Beaucoup de nantis sont passés, mais personne n'a pensé à notre souffrance. Toujours nous étions à l'hôpital malade. Merci Koïta. Ce point d'eau rend moins pénible les souffrances de ces villages en manque de tout. Cette mise en scène devant les membres de l'Union nationale des orpailleurs démontre l'immensité des besoins de cette population assoiffée de l'or bleu. Pour le président de l'Union nationale des orpailleurs de Guinée, cet appui substantiel n'a aucun enjeu politique. Il vient en appui aux efforts des autorités de la transition et étancher la soif des habitants de Boko qui ne savaient plus à quel sens se vouer. Quand nous avons proposé à octroyer 12 forages d'eau avec M. le ministre des Mines et de la Géologie le 6 février dernier, nous avons dit à penser aux mines d'orpaillage les plus impactées. Il faut accompagner le gouvernement de la transition, le CNRD. Voilà un exemple frappant. À Kindia, ici, on a Boko. Déjà, c'est une zone de prédilection de l'or. Alors donc, M. Koïta a fait l'honneur à Kindia pour venir vraiment nous donner ce forage qui satisfait aujourd'hui à plein temps la population de cette localité qui n'a fait que souffrir pour le problème d'eau. La souffrance des habitants de ces villages bondés de monde n'est pas encore finie. Pas d'école ni de centre de santé. Pour aller à l'école, il faut des kilomètres encore. Des patients sont souvent transportés sur moto vers les grandes agglomérations pour des soins. Des cas de mort sont enregistrés pendant l'évacuation. La construction des infrastructures sociales de base s'avère une impérieuse nécessité. La direction Bourwal-Sunki, c'est dans la préfecture de Télémélé. Là-bas, un incendie avait ravagé plusieurs cases et leur contenu. Les fils ressortissants et les autorités préfectorales se sont donné les mains pour assister les sinistrés. C'était en présence de notre reporter Alpha Isiagaba. Tiankoye et Diatefere sont les deux localités où s'est produit récemment un incendie qui a ravagé plusieurs cases et leur contenu. 2 semaines après le sinistre, les citoyens dorment toujours à la Belle Étoile dans ce 2 villages de la sous-préfecture de Bourwal-Sunki à Télémélé. Une dure épreuve qui suscite un élan de solidarité
En première ligne, les fils ressortissants de Télimilé et les autorités préfectorales. Il y a la saison des pluies. Ils ont tout perdu. Pratiquement rien n'est sorti. Donc, il fallait venir avec un peu de vivres. Le préfet avait déjà lancé le coup d'envoi par rapport à ces vivres. Et nous sommes là aujourd'hui pour donner le premier lot de cet accompagnement. C'est tôle et ce ciment. Et ce n'est pas fini. Nous avons déjà lancé un appel à l'ensemble des ressortissants de Télimilé qui sont à Conakry à l'étranger. Après l'incendie, on avait pratiquement tout perdu. Aujourd'hui, l'espoir se dessine dans la localité. Nous remercions les fils ressortissants de Télimilé pour ce geste. Pour ce premier geste, l'appui est composé de ciment, des tôles entre autres. Une assistance qui va permettre aux populations sinistrées de reconstruire leur habitation à l'orée de la saison pluvieuse. Suite à tout ce que l'État est en train de faire comme des actions de réalisation au niveau de notre préfecture, ils se sont motivés pour venir accompagner nos citoyens à la base. Donc c'est ce qui nous a motivés, nous nous sommes réunis pour venir les accompagner. Nous les avons remerciés au nom du chef de l'État pour tout ce qu'ils ont fait pour l'accompagnement de cette préfecture. Et également, ils nous accompagnent pour consolider la paix et l'entente et la cohésion sociale au niveau de toute la préfecture. Dans ces deux localités ravagées par le feu, le soutien des fils ressortissants de Télimilé redonne de l'espoir aux communautés de Tiankoyi et de Diatéféré. Et puis l'antenne guinéenne du réseau ouest-africain des jeunes filles leaders de la CEDEAO, Roagelf Guinée, lance une campagne de plaidoyer médiatique multi-acteurs sur le viol sur mineurs, une violence sexuelle qui prend de l'ampleur. La campagne va s'appuyer sur la sensibilisation pour renforcer la prévention en soutenant l'accès des victimes et en faisant un fort plaidoyer pour l'application de la loi. Reportage Makale Souma, Sona Sayon. Le viol sur mineurs, un phénomène qui gangrène la société guinéenne. Face à cette situation, le réseau ouest-africain des jeunes filles et femmes leaders de Guinée s'est proposé de mener une campagne médiatique de plaidoyer multi-acteurs sur le viol sur mineurs en Guinée. Au programme, une série de sensibilisations dans les marchés et dans les écoles des 6 communes de Conakry afin d'interpeller les citoyens sur leurs responsabilités face à ce crime puni par la loi en Guinée. Notre rôle ici, c'est d'interpeller chaque acteur de la société sur sa responsabilité. Les parents en ce qui concerne la protection des enfants d'abord et en cas de viol, malgré cette protection, au ministère de la Justice, l'application de la loi, parce qu'il y a beaucoup de parents qui refusent de dénoncer, parce qu'il n'y a pas de suite à leur dossier. Donc du coup, et vous le savez autant que moi, qu'une justice défaillante rend fort les criminels. Il y a également d'autres acteurs qui sont impliqués. C'est le ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables et le CNT qui est dans sa phase de rédaction de la Constitution. C'est vrai que le viol est puni par le code de procédure pénale, par le code pénal, mais nous voulons des lois spécifiques sur le viol sur mineurs. Mais avant, des jeunes filles actrices de sensibilisation sont outillées sur les techniques de communication. Les messages clés seront axés sur la protection des enfants, la dénonciation des cas de viol pour que justice soit faite. C'est un projet qui constitue des ponts. Je ne dirais pas un seul pont, des ponts. Non seulement entre les acteurs de la vie sociale et la communauté, mais entre la communauté à partir de ces sensibilisations et les OPJ ou en tout cas les autorités de la chaîne pénale. À notre niveau, au CNT, nous sommes dans la dynamique de travailler sur ce genre d'initiative, sur ce genre de loi pour pouvoir mettre les mécanismes forts de lutte contre les violences faites aux femmes, surtout les cas de viol. Rien qu'en 2022, 266 cas de viol sur mineurs ont été enregistrés et déférés par le projet. Créé depuis 2009, le réseau ouest-africain des jeunes filles et femmes leaders de Guinée sollicite des populations la dénonciation des cas de viol et fait un plaidoyer pour que les autorités, dont celles judiciaires, punissent les auteurs de viol comme le prévoit la loi. Le projet est financé par Féministes en Action et l'Agence française de développement et va durer 6 mois.
Sur instruction du ministre de l'Économie et des Finances, le cabinet de son département a instauré la pratique du sport entre les directions et les services. C'est pour créer l'harmonie et la fraternité entre les chefs et les travailleurs. Compte rendu, Djibril Kamara. C'est dans un esprit d'équipe entre les travailleurs et leurs chefs que ce gala de football s'est joué. Il a opposé l'équipe du cabinet du ministère de l'Économie et des Finances en maillot noir-jaune à celle de son homologue de la direction du portefeuille de l'État. Ce gala concerne le cabinet et toutes les différentes directions du département de l'Économie et des Finances. Objectif, renforcer non seulement la cohésion entre les travailleurs, mais aussi et surtout d'unir les forces pour le succès de la transition en Guinée. Sous l'impulsion du président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, tout le gouvernement donc autour de lui a fait le sport dans l'ambiance, dans la gaieté. Donc c'est une première dans notre pays. Et je pense que partant de là, notre chef de département, le ministre Moussa Sissé, nous a instruit de nous retrouver, d'organiser des rencontres comme ça. Et je pense que ce n'est qu'un début. Nous allons perpétuer cela pour que cela entre dans nos habitudes. Le score final de ce gala est de 3 buts partout entre ces deux équipes. Les cadres du ministère de l'Économie et des Finances saluent l'initiative du CNRD qui fait la promotion du sport au sein du gouvernement de la transition. Il faut dire que nous avons passé un moment très convivial entre collègues et c'est extrêmement important, comme l'a dit le général, aussi bien pour la santé. On aime dire un esprit sain dans un corps sain. Donc c'est des moments de retrouvailles assez sympathiques entre collègues au-delà des bureaux, au-delà des dossiers. Donc nous sommes très satisfaits de ce match qu'a organisé le cabinet. Il ne faut pas se focaliser seulement, concentrer sur les dossiers. Des fois, avec les récréations pareilles entre nous, franchement, ça renforce la cohésion entre nous. Et vraiment, je trouve que vraiment c'est intéressant, c'est bien. Et je souhaite vraiment qu'on profite de l'occasion à chaque fois de faire la même chose, quoi. Après le coup d'envoi donné par le président de la transition la semaine dernière au Palais des Nations pour la pratique du sport par les membres du gouvernement, les travailleurs du ministère de l'Économie et des Finances comptent se retrouver pour un moment de sport pour la santé. Et pour terminer, c'est ce dimanche 14 mai 2023 qu'aura lieu la 9e édition du semi-marathon Total Energy Marketing Guinée. En prélude à cet événement sportif, les organisateurs annoncent les couleurs. Le directeur général de Total Energy Marketing Guinée invite les populations à se rendre massivement demain au stade du 28 septembre pour vivre ce moment. Diarra Diallo. Le semi-marathon Total Energy Guinée est un événement sportif annuel. Il est organisé par le groupe Total Energy Marketing Guinée en collaboration avec la Fédération guinéenne d'athlétisme et d'autres partenaires. Cette activité sportive, dans sa 9e édition, s'annonce bien selon les organisateurs. On demande à la population de venir faire la fête. Le semi-marathon, c'est la fête. Et vous savez que l'une des innovations de cette année, c'est la partie 5 km qui demande à la population de venir avec la famille participer à un événement important. Le semi-marathon qui a commencé en 2012, si je ne me trompe pas, avec 350 participants aujourd'hui, nous sommes autour de plus de 9000 participants. Donc c'est vraiment très important. Et en termes de bénéfices, vous savez qu'on profite de ce semi-marathon, c'est pratiquement toute une semaine d'activité. Donc pendant le semi-marathon et aussi avant et après, nous profitons pour faire connaître à la population certains de nos services et certains de nos produits. Depuis sa création en 2012 à nos jours, l'activité se tient tous les ans, mais à cause du Covid-19, il avait été interrompu pendant 2 ans. L'année dernière, la 8e édition s'est tenue. De 2012 à ce jour, l'activité attire du monde. Nous profitons de cette opération, de ce semi-marathon pour renforcer nos liens, bien renforcer nos liens avec nos partenaires. Et tout se passe bien jusqu'à maintenant. Et comme vous savez, les chiffres, de 350 à la première édition, nous sommes autour de 9000. Et chacun de nous profite pour vendre ses produits. Donc, non seulement ça nous permet de renforcer nos liens, mais aussi ça permet à ses partenaires de vendre aussi leurs produits. Donc, c'est pratiquement un événement gagnant-gagnant pour nous et nos partenaires. Pour les futures éditions, les organisateurs ambitionnent de nouvelles collaborations pour un plus grand impact de l'événement.
La sécurité des participants sera assurée par les forces de défense et de sécurité qui seront déployées tout le long des trajets. Les distances 5 km, 7 km, 12 km et 21 km sont les trajets retenus au compte de cette 9e édition du semi-marathon Total Energy Marketing Guinée. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site, le www.rtgcoloma.info.